sur l'autorité, lisez le texte de Arendt sur l'autorité. Et le meilleur conseil, c'est de lire peut-être un certain nombre de textes. Par exemple, je vais citer un auteur dont on n'a pas du tout parlé d'ailleurs dans le colloque, dont on parle très très peu, surtout en France, mais qui est beaucoup mieux connu au Japon, par exemple, pour des raisons précises. Cet auteur s'appelle Günther Anders. J'en parle pour des raisons très précises, multiples d'ailleurs. Mais Günther Anders, et il a été mari de Hannah Arendt. Alors, bon. Mais peut-être que justement qu'il y a toute une constellation comme ça de... Je ne dis pas du tout de penseurs qui détiennent des réponses, des solutions, mais il se trouve que Günther Anders a fait une analyse de quelque chose qu'on peut résumer par un de ses titres de l'obsolescence de l'homme, et où une des formules aussi de Anders, c'est Hiroshima est partout. Ça vaut peut-être la peine de le lire, bien que, en même temps, ça ne suffise pas, parce que il a écrit ce texte il y a déjà un certain temps. Alors, bon, voilà. Maintenant, si vous voulez une bibliographie plus longue, écrivez-moi après. Moi, je donc, c'est pas se poser, penser, oui, lire, oui. Plutôt que de demander tout de suite des slogans ou des mesures. Maintenant, ça me ramène... pardon, oui, vous. Moi j'aurais une question pour M. Jean-Christophe Bailly. Je vous promets de ne pas parler du XXIe siècle. En fait, je voudrais revenir sur quelque chose que vous avez déjà abordé hier brièvement et vous en avez parlé aujourd'hui. C'est l'importance, souvent sous-estimée, si j'ai bien compris pour vous, de la donnée démographique. Visiblement, pour vous, elle est suffisamment significative pour créer un point de rupture entre la mutation et ce que vous avez appelé le bout du rouleau. Et je voulais savoir à quel moment, d'après vous, on est au bout du rouleau, ce que ça signifie, et savoir si la capacité de l'homme à s'adapter est limitée à ce point que la démographie entame un point de rupture entre ce que serait une mutation et ce que serait un bout du rouleau, en fait. L'expression bout du rouleau, j'ai horreur de ce petit geste-là. Mais j'aime pas, il m'énerve ce geste. Donc voilà le résultat. En même temps, je mettais des guillemets. Mais disons que c'est pas la démographie, peut-être pas le mot juste, mais c'est vraiment la quantité. Et c'est vrai que lorsque on regarde justement les chiffres, c'est le domaine même d'expertise des experts. Ils n'arrêtent pas de s'en balancer à la tête, etc. Mais si vous remarquez, en même temps, ça n'enlève pas aux chiffres d'avoir une valeur de représentation qui est immédiate parfois dans certains cas. Par exemple, un exemple que j'aime bien citer, en 1900, pour 100 hectares de blé, il fallait 100 travailleurs. Aujourd'hui, il en faut un travailleur pour 200 hectares. Voilà, ça raconte quelque chose sur la campagne qui est immédiat, etc. En même temps, si on se promène dans les campagnes françaises, par exemple, je ne suis absolument pas en accord avec le discours, qui est un discours politiquement très orienté, très soutenu, disons néo-technocratique, le discours de la fin du monde rural. Mais il y a, alors, j'allais dire, une mutation du monde rural, il y a des transformations du monde rural qui sont en cours. Et d'ailleurs, on ne peut absolument pas apprécier les choses de la même façon si on se promène dans une région où, disons, la révolution de l'industrialisation de l'agriculture est achevée pratiquement, c'est-à-dire que ce que l'on appelle un paysage, ce que l'on appelle une campagne n'existe plus, autre chose est venue se mettre en place, et c'est pas seulement en France, c'est dans plein d'endroits, au Brésil, aux États-Unis, partout, en Argentine, partout, souvent avec des capitaux d'ailleurs qui viennent d'ici, pour l'Amérique latine. Et puis, on ne dira pas du tout la même chose si on se promène dans des endroits qui sont encore en déshérence, en crise, où en effet, les gens, et là les paysans eux-mêmes, se sentent alors au bout du rouleau et sans guillemets, etc., etc. Mais donc à chaque fois, la donnée quantitative, pour moi, elle est importante. Et c'est vrai que, par exemple, mais pour tout, si on reste dans le domaine de l'élevage, si on dit en France il y a 20 millions de vaches, et ça fait une vache pour 3 Français,
Si on dit qu'il y a 60 millions d'habitants en France, ça fait 1 habitant par hectare. L'hectare étant une donnée une donnée de surface qui correspond à quelque chose qu'on peut se figurer très facilement. Et si on monte à des densités beaucoup plus importantes, et si on compare ces densités à, par exemple, la quantité de points d'eau, la quantité d'endroits où il y a accès à l'eau potable dans des régions beaucoup plus nerveuses qu'ici, ça raconte des tas de choses. Et je trouve que un des aspects les plus manifestes, les plus évidents, les plus immédiats de ce qui peut alimenter notre réflexion, ça veut dire nos doutes, ça veut dire notre hésitation rigoureuse, c'est aussi de prendre en compte tous ces paramètres qui nous permettent à peu près quand même de voir, de vérifier au fond d'une certaine manière si l'expression mutation correspond à quelque chose. Et en ce qui concerne le monde rural, je crois que c'est vrai, mais en sachant que la mutation est en cours. Il faut absolument que ce soit pour les mutations ou pour le reste, éviter le régime de l'advenu et du plus jamais comme avant. Bien sûr que c'est comme ça en un sens, mais en même temps qu'on le dit pour un endroit, par exemple, où c'est plus jamais comme ça, c'est encore comme ça juste à côté. Et la réalité, elle est exactement comme le ciel que l'on voit la nuit. Le ciel que l'on voit la nuit, vous le savez bien, n'existe pas, puisque c'est que la photographie qu'on en prend sur la Terre, avec des distances en années-lumière qui sont au fond incompatibles entre elles, sauf vu d'ici. Donc cette relativité généralisée de tout, il faut l'appliquer à tout. Et c'est dans le cadre de cette relativité-là qu'on peut apprécier à sa juste valeur, je dirais, à leur juste valeur, tous les problèmes qui sont liés aux quantités. Et à des effets de trop-plein, de remplissage, de saturation qui sont malheureusement récurrents. Ouais. Sinon, j'ai une petite question pour Jean-Luc. Oui, si je peux prendre la parole maintenant, mais peut-être que vous n'avez pas fini de répondre à mon camarade. Donc, si, ça va. Ok. Donc, en fait, c'est la question, c'est la question sur mutation et ou la métamorphose. Pour préciser, la mutation du sens à travers l'histoire ou la mutation du sens comme historialité de l'histoire ou la métamorphose de l'homme. Alors, juste pour situer... Tu fais ta question très brève, s'il te plaît, parce que je te connais. D'accord, alors rapidement, juste parce que, en fait, je te pose cette question à toi, Jean-Luc, parce que tu as parlé longuement de la déconstruction du christianisme, et donc je vais en revenir à cela. Juste pour dire que l'événement qui m'a fait surgir cette question, c'est quand même un événement que je dois signaler, parce que c'est dans le cadre du colloque, et mon ami qui est ici, André Potesta, a fait une super intervention, où à un moment donné, il y a quand même eu un événement qui était révélateur, enfin, on peut appeler ça un lapsus révélateur, mais pas freudien, mais de l'ordre du signe, de la signification, et au lieu de dire, alors je prends mes notes, tout meurt sauf la mort, il a dit rien ne meurt sauf la mort. Et donc, alors il s'est repris, bien sûr, il a dit la bonne phrase, mais il y a quand même quelque chose là qui est intervenu, un événement involontaire qui fait signe vers quelque chose, parce que rien ne meurt sauf la mort, c'est l'économie de la parousie. Chez Saint-Paul, effectivement, la parousie, la revenue du Christ, en fait, est la fin de la mort, et d'une certaine manière, le je meurs en tant que péché devient un accomplissement dans une mort et une résurrection pour chacun. Enfin, en tout cas, on peut le dire sous cette forme-là. Et donc, la question qui revient... Je vous l'avais dit. C'est mutation du sens. Et là, j'arrive à la fin. Mutation du sens ou métamorphose de l'homme. C'est, est-ce que... j'allais continuer encore. Mais métamorphose de l'homme, dans la philosophie, en fait, précède, chez Heidegger notamment, la mutation du sens dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a d'abord l'analytique du Dasein qui fait passer le Dasein du propre à la propre. Non, alors, juste est-ce que
la métamorphose de l'homme, il y a un messianisme. Mais est-ce que, comment tu peux articuler toi-même entre la mutation et du sens et la métamorphose de l'homme? Oui, alors. Non, mais c'est pas sûr d'avoir tout. Non, mais la mort, la question du rapport à la mort, la question, comme vient de me dire Anita, de quelle est la bonne phrase, quelle est la phrase juste, parce que tout est mort sauf la mort, rien n'est mort que la mort. Évidemment que on pourrait la prendre comme une question directrice, vraiment sur notre état présent. Le rapport de nous, de nos sociétés occidentales à la mort, c'est quelque chose dont il a été beaucoup parlé, qu'elle a été écrit, et c'est évidemment contemporain de la pensée heideggerienne, dans laquelle la mort, pas par hasard, aussi est venue, à ce moment-là, jouer un rôle très particulier qu'elle n'avait jamais joué avant dans la philosophie. D'une certaine façon, la philosophie a sans doute été sous le signe d'une absorption de la mort, qu'elle soit un modèle chrétien, résurrectionnel, dialectique ou spinoziste, un monde dans lequel finalement il y a des morts individuelles, mais globalement il n'y a pas de mort. Ça. Bon, ça en effet une énorme question par rapport à tous les autres grands modèles culturels dans lesquels, par rapport à la mort, est ou a été très différent. Bon. Maintenant, ce n'est pas non plus une raison, enfin, à moins que tu veuilles parler de ça, mais ce n'est pas une raison de parler de mort de l'homme. Enfin, c'est pas ça. Je dis métamorphose. Alors, quand même, je dis, mais évidemment, je tirerai la métamorphose à côté de la mutation en pensant à ceci que le mot métamorphose est, à cause de Kafka, un mot qui a une sorte de position emblématique, comme un peu à l'orée de... Enfin, l'orée, oui. Hein, premier quart du XXe siècle. Comment se fait-il que surgisse cette histoire qui s'appelle la métamorphose, où un homme devient un cancrelat? Oui, ben, traduis-le, s'il te plaît. C'est pas traduisible, mais on dit vermine. Voilà. De toute façon, j'ai envie de te répondre juste par ça. Non. Parce que la métamorphose de Kafka, ça ne peut pas du tout simplement se classer dans l'histoire de la littérature comme une histoire qui a une nouvelle particulièrement maligne